la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude de la pièce d'Alexandre Dumas-Fils, Une visite de noces. Aujourd'hui, Madame Simone distribue les différents rôles de la pièce et présente celle-ci. Mise en onde, Georges Godbey. Nous allons commencer l'étude de la visite de noces, dont je vous ai parlé l'autre jour. Nous allons commencer, non pas par un concours de comédiens, mais par une espèce d'éliminatoire. Nous avons en effet convoqué plusieurs d'entre eux pour le premier rôle d'homme, pour le premier rôle de femme, pour la jeune ingénue. Le confident, il est choisi, c'est M. Gaston Bacquat, que vous avez souvent entendu dans nos émissions, qui va jouer le Bonnard. Alors, je pense qu'il sera intéressant pour vous d'entendre ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et de voir pourquoi je choisis plutôt l'un que l'autre. Nous allons commencer d'abord par les hommes. Nous avons en présence deux premiers rôles d'hommes, M. Roland Chalosse et M. Jean-Marie Fertet, qui a souvent travaillé avec nous aussi. Alors, nous allons d'abord entendre M. Roland Chalosse. Eh bien, mon cher monsieur de Signeroy, vous dînez avec nous, n'est-ce pas? Ah, c'est vous, madame? Non, nous n'aurons pas l'honneur de nous asseoir à votre table. C'était même ce que je vous écrivais là, n'étant pas sûr de vous voir. Comment? Mais vous alliez vous en aller comme ça, sans me dire au moins adieu? Tandis que moi, je serais très heureuse de commencer au plus vite avec madame de Signeroy, que je trouve charmante. Des relations qui deviendront de l'amitié, j'espère. Malheureusement, cette visite est la seule que nous aurons eu l'honneur de vous faire. Nous repartons pour la Bretagne. Aujourd'hui même? Ce soir. Et vous y restez? Toute l'année. Et puis après, toute la vie? C'est bien possible. Autrement dit, vous ne voulez pas que je revoie votre femme? Mon Dieu, madame, il y a des situations... Bref, vous ne voulez pas que votre femme devienne l'amie de votre ancienne amie. Et surtout de l'ancien ami de Don Alphonse. Qui vous a parlé de Don Alphonse? Que vous importe? Niez-vous le fait? Il n'y a qu'un homme dans le monde qui ait pu vous dire cela. C'est le Bonnard. Et si le Bonnard m'a dit cela, il a dû me dire autre chose, n'est-ce pas? On ne peut donc avoir confiance en personne. Oh, le Bonnard, c'est indigne. D'autant plus que vous avez payé son silence. Oui, vous avez raison, monsieur de Signeroy. Madame de Signeroy et moi ne devons pas contracter amitié. Voilà, merci bien. Alors, je voudrais que M. Jean-Marie Fertet lise la même scène. Oui. Eh bien, mon cher monsieur de Signeroy, vous dînez avec nous, n'est-ce pas? Ah, c'est vous, madame. Non, nous n'aurons pas l'honneur de nous asseoir à votre table. J'étais même ce que je vous écrivais là, n'étant pas sûr de vous voir. Comment? Vous alliez vous en aller comme ça, sans me dire au mot adieu? Tandis que moi, je serais très heureuse de commencer au plus vite avec madame de Signeroy, que je trouve charmante. Des relations qui deviendront de l'amitié, j'espère. Mais malheureusement, cette visite est la seule que nous aurons eu l'honneur de vous faire. Nous repartons pour la Bretagne. Aujourd'hui même? Ce soir. Et vous y restez? Toute l'année. Ah. Et puis après, toute la vie? C'est bien possible. Autrement dit, vous ne voulez pas que je revoie votre femme. Mon Dieu, madame, il y a des situations... Bref, vous ne voulez pas que votre femme devienne l'amie de votre ancienne amie. Et surtout de l'ancien ami de Don Alphonse. Qui vous a parlé de Don Alphonse? Et que vous importe. Niez-vous le fait? Il n'y a qu'un homme dans le monde qui ait pu vous dire cela. C'est le Bonnard. Et si le Bonnard m'a dit cela, il a dû me dire autre chose, n'est-ce pas? On ne peut donc avoir confiance en personne. Le Bonnard, oh, c'est indigne. D'autant plus que vous avez payé son silence. Oui. Vous avez raison, monsieur de Signeroy. Madame de Signeroy et moi ne devons pas contracter amitié. Ne m'en veuillez pas, adieu. Merci bien. Eh bien, c'est M. Jean-Marie Fertet que vous venez d'entendre qui va jouer le rôle. Je vais vous expliquer pourquoi. M. Chalosse a donné une bonne audition et il aurait pu le jouer. Mais il y a plus de désinvolture dans la manière dont M. Jean-Marie Fertet joue le rôle. Et le rôle a besoin d'être désinvolte dans la mesure même où dans la scène dont vous avez entendu un fragment est une scène où tout le monde ment. Il ment. Elle ment d'une façon tout à fait consciente, lui aussi pour des motifs divers que vous verrez au long de la pièce, et j'ai donc besoin d'un homme qui ait de la désinvolture. Il y en a moins chez M. Chalosse que chez M. Jean-Marie Fertet. Nous allons entendre maintenant les jeunes femmes pour jouer Lydie. Alors, Mademoiselle Bernadette Lafont, dans une autre partie du rôle, dans la scène avec le Bonnard, par exemple. C'est la scène 6. Ouah. Eh bien,
Eh bien, vous avez raison, mon ami, c'est écœurant. Il a cru que j'avais été la maîtresse de ce don Alphonse que vous avez inventé. De ce Lord Gamberfield à qui je n'ai jamais adressé la parole et de qui vous êtes un ami loyal et dévoué. J'aurais pu vous adjoindre un Chinois et un Touareg. Il y aurait cru comme aux autres. Et quand il a été bien convenu de mon infamie, quand il a pensé que grâce à toutes ces expériences, à tous ces désordres, à toutes ces débauches, j'étais devenue une femme de plaisir, quelque chose comme Mademoiselle Castagnette, il s'est mis à m'aimer. Si l'on peut se servir de ce mot sacré pour exprimer la passion la plus brutale et le désir le plus bas. Ah, si nous savions avant ce que je viens de savoir après. Voilà. Débarrassez-moi de ce monsieur, n'est-ce pas? Que je n'entende jamais parler de lui, que je le crois mort, que j'ignore qu'il a vécu. Je vais prendre l'air, j'en ai besoin. Je serai ici pour dîner. Je n'aurais jamais cru qu'on pût tant mépriser ce qu'on a tant aimé. Merci bien, mademoiselle. C'est une bonne scène. Alors, mademoiselle Simone France va se faire entendre dans cette scène-là aussi. Mademoiselle Simone France, s'il vous plaît. Eh bien, vous aviez raison, mon ami, c'est écœurant. Il a cru que j'avais été la maîtresse de ce don Alphonse que vous aviez inventé, de ce Lord Gamberfield à qui je n'ai jamais adressé la parole. Et de vous, qui êtes un ami loyal et dévoué. J'aurais pu vous adjoindre un Chinois ou un Touareg, il y aurait cru comme aux autres. Et quand il a été bien convaincu de mon infamie, quand il a pensé que grâce à toutes ces expériences et à tous ces désordres, à toutes ces débauches, j'étais devenue une femme de plaisir, enfin quelque chose comme Mademoiselle de Castagnette, il s'est mis à m'aimer. Si l'on peut se servir de ce mot sacré pour exprimer la passion la plus brutale et le désir le plus bas. Ah, si nous savions avant ce que je viens de savoir après. Débarrassez-moi de ce monsieur, n'est-ce pas? Que je n'entende jamais parler de lui, que je le crois mort, que j'ignore qu'il a vécu. Je vais prendre l'air, j'en ai besoin. Je serai ici pour dîner. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse tant mépriser ce qu'on a tant aimé. Bien, maintenant, mademoiselle Jacqueline Carrel, merci beaucoup. Eh bien, vous aviez raison, mon ami. C'est écœurant. Il a cru que j'avais été la maîtresse de ce don Alphonse que vous avez inventé, de ce Lord Gamberfield à qui je n'ai jamais adressé la parole, et de vous, qui êtes un ami loyal et dévoué. J'aurais pu vous adjoindre un Chinois et un Touareg, il y aurait cru comme aux autres. Et quand il a été bien convaincu de mon infamie, quand il a pensé que grâce à toutes ces débauches, j'étais devenue une femme de plaisir, quelque chose comme Mademoiselle Castagnette, il s'est mis à m'aimer. Si l'on peut se servir de ce mot sacré pour exprimer la passion la plus brutale et le désir le plus bas. Ah, si nous savions avant ce que je viens de savoir après. Débarrassez-moi de ce monsieur, n'est-ce pas? Que je n'entende plus jamais parler de lui, que je le crois mort, que j'ignore qu'il a vécu. Je vais prendre l'air, j'en ai besoin. Je serai ici pour dîner. Bien. Bien, mesdemoiselles. Comme je dis bien, j'ai tort de dire bien, parce que c'est pas très bien. Mais c'est un rôle très difficile. Je vais vous dire, vous avez toutes les trois un peu l'air d'avoir des ennuis à propos de, je ne sais pas moi, de la cuisinière ou de votre petit chien qui était malade ou tout ça. Il faut vous dire que cette scène, c'est tout de même, je ne sais pas, vous avez dû lire la pièce, il y en a une de vous qui l'a jouée, je crois même. Et c'est un désespoir, c'est quelque chose de déchirant ce qui arrive à cette femme à ce moment-là, puisque tout à coup elle se trouve en face de la nécessité de mépriser un homme qu'elle a adoré. C'est tout de même un drame épouvantable. Et c'est un drame qui est non seulement intellectuel, qui est même physique. C'est quelque chose dont elle souffre physiquement. Enfin ça, évidemment, vous ne pouvez pas immédiatement le traduire, et je n'oserais pas vous le demander, parce que c'est un rôle très difficile, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi la pièce, parce que c'est un excellent travail pour vous toutes. Je crois que Mademoiselle Bernadette Lafont m'a paru un peu trop dure pour arriver à faire ce que je voulais. Mademoiselle Simone France m'a paru un peu trop indifférente. Et je crois que, quoique Mademoiselle Carrel était très vite, c'est tout de même elle qui est le plus près de ce que je désire. Alors c'est vous, Mademoiselle Carrel, qui allez travailler le rôle avec moi. Alors que les autres ne soient pas chagrines, elles l'entendront travailler, ça leur fera autant de bien que s'ils le travaillaient. Alors maintenant, nous allons entendre les ingénues, celle qui joue la jeune femme de Monsieur de Signeroy. Mademoiselle Michel Chaligne, Mademoiselle Sophie Septeuil et Mademoiselle Simone Vanier. Mon mari m'a parlé de vous souvent, madame. Nous sommes revenus il y a seulement 2 jours et ma première visite est... Vous avez voyagé toute l'année? Pendant les 6 premiers mois, puis nous sommes venus nous établir en Bretagne chez mon père. Oui, je tenais à être auprès de lui pour mes couches.
Voulez-vous que je vous présente monsieur mon fils, âgé de 3 mois? Il m'a fallu l'emmener avec moi, sans quoi il m'était impossible de vous rendre visite puisque je suis... Fernande. Eh bien oui, je suis nourrice et j'en suis fière. La comtesse a eu des enfants sans doute. Non, madame. Oh, je vous plains, c'est si amusant. Elle est bête. Il est magnifique, il est déjà très fort. Tenez, il pesait 10 livres en venant au monde. N'est-ce pas Gaston, c'est toi qui l'as pesé? Oh, si vous saviez comme j'ai souffert. J'ai cru que j'en mourrais. On sait pas tout ça quand on se marie. Ah, pauvre cher mignon. Mais quelle joie aussi au premier cri qu'il a poussé. Et celui-ci n'a pas perdu de temps. Non, il a crié tout de suite. C'est même la seule fois qu'il a crié, il rit tout le temps. Alors faites vite une rusette à madame. Voyez-vous? Non, je m'étais confessé la veille, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Oh, ma cousine est accouchée un peu avant moi, enfin le 23 juin, moi le 1er juillet. Et ben, son fils est donc un peu plus âgé que Gaston. Oui, mon fils a le même nom que son père. Très bien, ça va. Mademoiselle Sophie Septel, s'il vous plaît, dans la même scène. Mon mari m'a parlé de vous souvent, madame. Nous sommes revenus il y a seulement 2 jours et ma première visite... Vous avez voyagé toute l'année? Pendant les 6 premiers mois. Puis nous sommes venus nous établir en Bretagne chez mon père. Je tenais à être auprès de lui pour mes couches. Voulez-vous que je vous présente monsieur mon fils, âgé de 3 mois? Il m'a fallu l'amener avec moi, sans quoi il m'eût été impossible de vous rendre visite, puisque... Fernande. Eh bien oui, je suis nourrice et j'en suis fière. La comtesse a eu des enfants aussi, sans doute. Non, madame. Oh, je vous plains. C'est si amusant. Elle est bête. Mais non. Il est magnifique, il est déjà très fort. Oh, je le crois bien, il pesait 10 livres en venant au monde. N'est-ce pas, Gaston? C'est toi qui l'as pesé. Si vous saviez comme j'ai souffert. J'ai cru que j'en mourrais. On ne sait pas tout ça quand on se marie. Pauvre cher mignon. Ah, mais quelle joie aussi au premier cri qu'il pousse. Et celui-ci n'a pas perdu de temps. Il a crié tout de suite. Ah, c'est même la seule fois qu'il a crié, il rit toujours. Merci bien, mademoiselle. Mademoiselle Simone Vanier. Mon mari m'a parlé souvent de vous, madame. Nous sommes revenus seulement il y a 2 jours. Et ma première visite... Vous avez voyagé toute l'année? Pendant les 6 premiers mois. Puis nous sommes venus nous établir en Bretagne, chez mon père. Je tenais à être auprès de lui pour mes couches. Voulez-vous que je vous présente mon fils, âgé de 3 mois? Il m'a fallu l'amener avec moi, sans quoi il m'eût été impossible de vous rendre visite puisque je suis... Fernande. Eh ben oui, je suis nourrice et j'en suis fière. La comtesse a aussi eu des enfants, sans doute, je suppose. Non, madame. Oh, je vous plains, c'est si amusant. Elle est bête. Mais non. Il est magnifique, il est déjà très fort. Je le crois bien. Il pesait 10 livres en venant au monde. N'est-ce pas, Gaston? C'est toi qui l'as pesé. Si vous saviez comme j'ai souffert. J'ai cru que j'en mourrais. On ne sait pas tout ça quand on se marie. Pauvre cher mignon. Mais quelle joie aussi au premier cri qu'il pousse. Et celui-ci n'a pas perdu de temps. Il a crié tout de suite. C'est même la seule fois qu'il a crié. Il rit tout le temps. Voilà, très bien. Merci bien, mademoiselle. Eh bien, je crois malgré tout, voyez-vous, elles sont charmantes toutes les 3. Elles ont toutes les 3 les qualités qu'il faut. Elles sont très jeunes, elles ont la voix de leur âge. Elles ont de la timidité, en même temps de l'ingénuité. Mais malgré tout, d'une manière assez indéfinissable, je trouve que c'est mademoiselle Michel Chaligne et qui remplira le mieux l'emploi. Parce qu'elle est à la fois timide, mais elle a déjà une timidité qui est un peu celle d'une très jeune femme, mais qui est malgré tout celle d'une jeune femme, tandis que mademoiselle Sophie Septeuil et mademoiselle Simone Vanier ont carrément une ingénuité de jeune fille. Alors, c'est vous, mademoiselle Michel Chaligne, qui jouerez le rôle. Nous avons donc notre distribution, puisque c'est monsieur Gaston Vecchia qui jouera le confident, qui jouera le bonnard. Je crois maintenant, avant que nous n'abordions l'étude de la pièce, qu'il serait très intéressant que les auditeurs entendent l'article que M. Sarcey, Francisque Sarcey, le célèbre critique du temps, a consacré à la pièce. Je vais demander à M. Vecchia de bien vouloir vous lire cet article. Il n'est pas court, il n'est pas non plus très long. Je crois qu'il vous intéressera beaucoup de voir quelle était à l'époque, vous allez dire la date, le moment où la pièce a été créée par une admirable actrice qui s'appelait Desclés, et comment la pièce a été reçue. Et quand vous l'entendrez, vous verrez le prodigieux chemin qui a été fait entre ce qu'on supportait, ce qui étonnait à l'époque, et ce qui n'étonne plus du tout maintenant. Feuilleton du temps du 16 octobre 1871. Que l'on est donc embarrassé pour dire son avis sur la pièce nouvelle d'Alexandre Dumas fils. C'est que pour dire son avis, il faut en avoir un, bien net, bien précis, que l'on puisse formuler et soutenir de preuves. L'impression qu'on emporte de cette œuvre étrange est des plus mêlées. On a peine, en sortant, à rasseoir ses esprits, à recueillir ses idées, à se reconnaître dans ce pêle-mêle de sentiments contraires par où l'on a passé.
J'ai vu la première représentation et je suis retourné au gymnase écouter la 4e. J'ai pu à cette seconde audition étudier à mon aise le public. Un public qui, cette fois, était le vrai, celui qui paie, celui qui apporte au théâtre les préjugés et le goût du jour. Bien, je ne suis pas encore bien fixé. Du talent, il y en a, et beaucoup, cela ne fait pas de question. Une œuvre ne peut être médiocre qui excite une curiosité si vive et des discussions si passionnées. De l'esprit, cet esprit qui fait tout passer en France. La pièce en est pleine. C'est un feu pétillant de mots, les uns profonds et amers, les autres plaisants, tous hardis et neufs. Mais pourquoi donc ne goûte-t-on pas à les entendre un plaisir sans mélange? Pourquoi vous font-ils éprouver cette sensation singulière d'une lame froide qu'on vous glisserait dans le dos? Bon, on serre les épaules et l'on frissonne. Pourquoi sort-on de là accablé, nerveux, mécontent de soi-même et des autres, trouvant que le boulevard est moins gai, les becs de gaz moins brillants et les femmes moins engageantes? Pourquoi se sent-on tout morose et comme irrité contre le genre humain? Pourquoi ne serait-on démêlé en soi la cause de cet étonnement chagrin et de cette mauvaise humeur? L'effet est certain, je l'ai éprouvé sur moi-même, et toutes les personnes que j'ai interrogées sont unanimes sur ce point. Et elles se sont amusées parce que éprouver une sensation forte ne fut-elle pas agréable, c'est encore un amusement, parce que tout vaut mieux que la fadeur de la médiocrité, parce qu'il y a comme un piment de volupté secrète dans cette irritation qui éveille et chatouille les fibres du goût. Mais ce n'est pas là cette satisfaction pleine et douce, cette quiétude de contentement que donnent les œuvres vraiment bonnes qui sont en même temps belles. Il n'y a pas à dire. Si de tout cet étincellement d'esprit dont j'ai été ébloué 1 heure durant, il ne me reste au sortir du théâtre qu'une sorte d'énervement qui se traduit au dehors soit par une colère sèche, soit par une effroyable fatigue morale, il faut que ce soit la faute de l'auteur. J'ignore peut-être encore où elle est bien précisément, mais agacer les gens n'est pas le dernier terme de l'art, c'est contraire à l'art. Qu'il cherche à m'instruire, passe encore. Qu'il m'attriste l'âme, j'y consens. Mais je veux que cette tristesse soit ouverte et tendre. Je veux qu'il y ait dans cet enseignement un plaisir de sensibilité satisfaite. Je veux... Oh, je ne sais pas au juste ce que je veux. Je sais à merveille ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'agace, là. Est-ce entendu? Dumas me fait de la morale tout le temps. Je l'écoute, je la trouve juste, et je m'en vais moins bon que je ne suis entré. Corrigé? Non, non, il ne s'agit pas de cela. Le théâtre n'a jamais corrigé personne et ce n'est pas un sermon que je vais y chercher. Mais enfin, il pourrait m'élargir l'âme et voilà que tout mon être se resserre. Il semble qu'un vent âpre et sec, un de ces vents d'est qui tendent les nerfs à les briser, est passé sur mon visage et étiré les coins de mes lèvres. Ah, que l'on casserait volontiers une porcelaine ou une chaise. Je sais bien que ce n'est pas là un jugement que je formule, ce n'est qu'une sensation que je dépeins. On ne peut pourtant pas proscrire le sentiment de sa critique. J'en appelle à tous ceux qui ont vu la pièce nouvelle. J'en appelle à vous tous qui la verrez, car il est bien probable que vous y passerez tous. Admirateurs ou adversaires, n'est-ce pas là ce que vous avez éprouvé? Le degré n'y fait rien, chacun sent comme il peut. Mais avez-vous ri d'un rire franc et sain? Avez-vous pleuré de bonnes et douces larmes? Non, n'est-ce pas? Et si vous avez ri... Non, je l'écoutais hier, ce rire qui excite certains mots de Dumas fils. J'en étudiais la sonorité particulière. C'est le rire du scandale. Il a quelque rapport avec celui qu'on entend à la Comédie Française quand il y a beaucoup de femmes dans la salle et qu'on joue quelques comédies de Molière où se trouve le mot de lavement ou quelque autre qui sonne à présent aux oreilles comme une incongruité. C'est que Dumas parle sur la scène de choses qui, dans l'ordre moral, font sur l'imagination un effet médicinal. Oui, oui. On prend médecine dans la vie privée. Mais sacrebleu, on ne réunit pas 1500 personnes pour leur en compter les suites. On va qu'à ces malpropretés dans le silence du cabinet. Toute la pièce de Dumas se résume dans cette phrase que prononce à la fin un de ses personnages. Voilà tout ce qui reste de l'adultère, la haine de la femme et le mépris de l'homme. Eh bien alors, à quoi bon? Et sur ce bel axiome, voilà Dumas enchanté d'avoir fait le moraliste. Il croit que cette morale-là persuadera jamais personne. Est-ce qu'on n'empêche rien avec un « à quoi bon » mais pourrait-on répondre à Dumas fils, à quoi bon? À être heureux 6 mois, 1 an, 10 ans, que sais-je? Tous les hommes ne sont pas tels que celui que vous présentez. Tous les amours ne se comportent pas de si cruelle et ignoble façon. Il y a même dans l'irrégularité d'honnêtes cœurs qui respectent d'autant mieux la foi jurée que le serment n'a point reçu de sanction légale. Du moment que je n'ai qu'un à quoi bon, devant moi, je me risque. Au fond, Dumas n'obtiendrait pas plus de résultats contre le vice en s'y prenant d'autres sortes pour le combattre à la scène.
J'en reviens toujours là, le théâtre n'a jamais corrigé et ne corrigera personne. Il ne peut qu'en ouvrant l'âme à des idées plus hautes, à des sentiments plus nobles, la disposer à prendre de bonnes résolutions et lui en rendre l'exécution plus facile. Mais ce qui m'engage contre lui, ce qui m'enrage contre lui plutôt, c'est la prétention qu'il affiche à faire de la morale quand il n'y a rien. Ma foi, je vais lâcher le mot, il me brûle les lèvres, de plus démoralisant que ces sortes de spectacles. Il familiarise les imaginations avec cette idée de l'adultère qu'on veut leur rendre affreuse. Il leur apprend à la considérer du sens rassis. Car Dumas ne se doute pas de cela. Ce qui lui manque dans ses analyses, fines et froides comme l'acier, c'est de ne pas aimer les femmes, ou comme on voudra, la femme. Elle n'est pour lui qu'un sujet de dissection. Vous les aimez trop, on ne sait pas. Enfin, continuez, oui. Il ne compatit point à sa chute, il ne s'en indigne point. Dans cette œuvre de misère, de plaies et de sang, il ne voit qu'un aquabon. Prenez, tordez la comédie nouvelle, vous en exprimerez des idées ingénieuses, des mots brillants, des théories où la vérité revêt l'air d'un paradoxe. Mais je donne ma tête à couper, qu'il n'en tombera pas une phrase émue, une pauvre petite larme. Merci Cela est bien. sec comme une corde de pendu. Voilà, merci bien. Eh bien, je ne demande pas à M. Vecchia de vous lire toute la préface parce que ce serait trop long, mais vous voyez l'effet que la pièce a fait au moment où elle a éclaté, c'est-à-dire une sorte de scandale, en fait, tout au moins pour un homme comme Francisque Sarcey, qui était un homme de traditionnel et dont les critiques visaient toujours à respecter et à vouloir que le théâtre respecte la morale. Il est évident qu'il serait bien étonné maintenant, en voyant jouer le procès de Kafka, mais que ceci ne nous empêche pas de considérer que la visite de noces a tout de même apporté quelque chose, à mon avis, de très important. C'est tout de même la chose qui a annoncé, à mon avis, certaines pièces du théâtre libre. Eh bien, nous allons donc commencer l'étude de cette pièce scandaleuse, soi-disant scandaleuse à l'époque, et qui contient tout de même un cas psychologique extrêmement intéressant, et qui, pour les comédiens, est une grande richesse de travail, parce que, comme je le disais tout à l'heure au moment de l'audition, tout le monde ment à un certain moment. Et tout le monde ment consciemment, plus ou moins bien. Et vous avez le difficile travail de faire comprendre que vous mentez, et pourtant que vous mentez assez bien pour que la personne à laquelle vous mentez vous croie, et que nous sachions que vous mentez. Tous les rôles qui sont des rôles doubles, où il y a des sentiments comme ça mêlés, sont les rôles intéressants et où les acteurs peuvent faire un travail vraiment fructueux. C'est pourquoi j'ai choisi la pièce, et c'est pourquoi nous allons nous mettre au travail la prochaine fois. Merci beaucoup. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude de la pièce d'Alexandre Dumas fils, Une visite de noces. Aujourd'hui, Madame Simone distribuait les différents rôles de la pièce et présentait celle-ci. Mise en onde, Georges Godebert.